C'est Info Afrique qui commence, mesdames et messieurs, bienvenue sur Afrique Média. Et ouvrons donc du côté du Sénégal les jeunes à l'honneur dans le développement du pays. C'est ce que traduit cette caravane de corps initiée par le chef de l'État sénégalais Macky Sall et organisée par le ministère de la Jeunesse. 2 semaines de solidarité au profit des plus démunis. Quand le chef de l'État va à la rencontre des jeunes de son pays, l'image séduit et se confond avec une réelle volonté d'inculquer des valeurs civiques à la jeunesse sénégalaise. L'hymne national chanté en chœur. La chanson du caravanier résonne au cœur du symbole de la République. Le décor est campé 15 jours après le début de la caravane. Place à l'ultime acte d'une opération de dimension nationale. Aux 4 coins du Sénégal, des jeunes de 14 à 16 ans ont agi pour devenir des citoyens modèles. Nous avons eu l'occasion de faire beaucoup de découvertes, aussi instructives les unes que les autres. Gouindjouli à Kahone, dans la région de Kaolack, le parc de Nyokolokoba, dans la région de Kédougou, la famille de la prêtresse de Cabrousse à l'île Diatta, le roi d'Oussi dans la région de Ziguinchor, le pont Faidherbe dans la région de Saint-Louis, la résidence surveillée de Serigne Touba à Diourbel, pour ne citer que cela. Nous tenons aussi à dire que la caravane a été pour nous un grand moment de solidarité, d'entraide et de brassage culturel. Au nom de tous nos camarades caravaniers, nous vous disons merci. Des amitiés se sont scellées, des intelligences en mouvement, sillonner les zones les plus reculées pour mener des actions de solidarité au profit des plus démunis. Entre camps d'utilité publique et caravanes, ces jeunes ont eu des vacances utiles pour servir leur nation. Vous avez appris pendant cette caravane à utiliser vos mains et votre intelligence pour créer. Vous avez appris à confectionner, vous avez appris à mettre la main dans le cambouis, comme disait l'autre, et donc à jardiner, à labourer, à arroser, mais aussi à aider des sinistrés de la banlieue. Et c'est cet esprit qu'il faut promouvoir dans notre pays. Car les plus grandes nations de ce monde ont été bâties par les citoyens de leur pays. Nul citoyen dans le monde ne peut venir développer votre propre pays. Donc si le Sénégal demain devra être un pays développé, ce sera par le fait des Sénégalaises et des Sénégalais, par nous-mêmes. Donc il est important, lorsqu'il y a des intempéries, des inondations, que d'abord nous-mêmes nous nous mettions à l'œuvre, que l'État se mette pleinement à la disposition des populations, mais que chaque citoyen aussi, frappé par cette calamité, puisse déjà se mettre à l'œuvre et apporter sa contribution, si modeste soit-elle, puisqu'il est évident que devant les forces de la nature, eh bien, nos moyens restent toujours très limités. Vous l'avez vu à la télévision, hier encore, la plus grande nation du monde est frappée par des inondations et tout l'État du Colorado aujourd'hui est sous état d'urgence, puisque simplement, malgré les moyens de cette nation, lorsque le ciel ouvre ses vannes de façon exceptionnelle, les ouvrages ne sont pas dimensionnés pour faire face. Mais nous ne devons pas baisser les bras, c'est ce que nous essayons au Sénégal à travers notre plan décennal de lutte contre les inondations, de mettre en œuvre en créant des ouvrages de drainage des eaux de pluie, en faisant de la restructuration de quartiers, parce que pour habiter dans des endroits, il faut faire de l'aménagement, il faut prévoir le passage de l'eau, il faut prévoir des décharges pour les ordures, il faut prévoir des établissements humains, dispensaires, une école,
etc., etc. Et cela, nous devons tous nous mobiliser pour réussir ce pari pour notre pays. Un État en action pour être en première ligne face aux besoins des populations. Des moyens seront mis à la disposition de la jeunesse pour son épanouissement social et professionnel. Des sources d'emploi sont déjà ficelées. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire que des moyens consistants seront mis à votre disposition pour occuper la jeunesse nationale, mais aussi pour lui donner des perspectives. Et dans ce cadre, je décide que le domaine agricole communautaire, qui vont être une véritable source d'emploi pour la jeunesse, et aussi de revenus consistants, devront être finalisés très bientôt, afin que le ministère puisse avoir d'autres leviers, en plus de ceux déjà dont il dispose, en vue de mener convenablement et à bon port la mission que je vous ai confiée et qui est essentielle, puisque la jeunesse dans notre pays reste la majorité. La majorité de la population est jeune, elle est même très jeune, mais il faut que nous nous occupions de cette jeunesse pour nous occuper du Sénégal de demain. L'initiative du ministère de la Jeunesse est saluée par le chef de l'État, qui souhaite l'implication de plus de jeunes dans l'édification d'une conscience nouvelle, puisqu'entre leurs mains se trouve l'avenir du Sénégal. 20 familles ont reçu chacune une bourse de 25 000 francs dans la commune de Tilmara. Nous sommes toujours au Sénégal. À cet effet, le délégué général à la protection civile et à la sûreté nationale s'y est rendu pour matérialiser le dit programme. L'objectif étant d'aider les ménages les plus défavorables. Tilmara, communauté rurale de Tivaouane. C'est dans cette localité que le ton a été donné officiellement pour le transfert des bourses à destination des familles pauvres. Tilmara a été choisi comme état la communauté rurale qui s'est le plus distinguée, en tout cas dans la phase préparatoire, par rapport aux enquêtes, par rapport aux opérations de saisie, pour aujourd'hui bénéficier donc des premiers transferts. C'est un processus quand même qui a débuté depuis quelques mois, depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, on en est au lancement officiel. Pour une transparence dans la gestion, les responsables de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale ont noué en partenariat avec la Poste. Sur place, plus de facilité dans le travail, aucune fraude n'est enregistrée. Tout se passe dans les règles de l'art. On avait pris les mesures nécessaires pour, en cas de coupure, qu'on puisse satisfaire les clients. Donc, on est en train de procéder au paiement manuellement, quoi. Bon, c'est 25 000 francs par bénéficiaire. Nous avons pour l'instant 20 familles. Reconnaissantes de ce geste de solidarité, les populations de Tilmara ont remercié vivement leurs bienfaiteurs. Nous remercions le président de la République. Cela nous permettra de régler beaucoup de problèmes. Vraiment, on est très contente. Cela prouve que le chef de l'État se soucie du bien-être de ses populations. L'objectif de ce programme est de sortir certains ménages de la vulnérabilité. Il s'agit là de la lutte contre la pauvreté. On reste au Sénégal. Là-bas, le ministre des Transports est allé à la rencontre des populations victimes des inondations. Il a ainsi demandé de mettre en place un dispositif d'alerte précoce pour prévenir le recouvrement des routes par les eaux de la pluie. Ces barrières indiquent aux automobilistes que la circulation sur l'axe Thiadiaye-Fissel doit se faire avec précaution. La route est devenue à nouveau praticable, mais le dispositif de sécurité est omniprésent. En plus des barrières, un barrage permet d'interdire la circulation quand le niveau de l'eau monte. Des solutions provisoires en attendant les gros moyens. Les solutions pourront aller jusqu'à de bassins de rétention, la construction d'ouvrages mieux appropriés pour quand même pouvoir drainer les eaux qui transitent par cette route. Après Thiadiaye, la délégation du ministre des Transports a fait cap sur Ndiosmone. Ici, des pluies exceptionnelles avaient coupé la route. Grâce aux travaux de l'AGEROUTE, la circulation a repris. On a pu faire le remblai d'emprunt
et mettre la latérite. Et ça, c'est uniquement des travaux d'urgence qu'on était en train de faire pour pouvoir au moins se rétablir la circulation et que les véhicules puissent passer normalement. À l'heure actuelle, nous y sommes, les véhicules continuent à passer et maintenant on commence à penser aux solutions définitives de cette route pour prévenir qu'à l'avenir que cette situation ne se répète. Autre endroit à visiter, Djilas. Les stigmates de la pluie du 30 juin restent visibles. La circulation est certes difficile pour les populations locales, mais depuis lors, les ingénieurs et les engins sont à pied d'œuvre. On a commencé à reconstruire la route telle qu'elle était, avec un remblai de sable, là où nous sommes. Et après ce remblai de sable, on va mettre la latérite et remettre le revêtement. Ça, c'est les travaux d'urgence. Pour ce qui est du remblai à sable, on est pratiquement au bout du rouleau. Je crois qu'au plus tard dimanche, on terminera de faire le remblai en sable. Sur la route de Palmarin vers Joal, toutes les routes endommagées par les pluies sont réfectionnées. Mais le caractère exceptionnel des pluies connues cette année impose actuellement la mise en place d'un dispositif d'alerte précoce. Quand la route est submergée de 3 mètres, il faut que les populations comprennent qu'on ne peut pas avancer. On risque d'être noyé, c'est ce qui s'est passé. Je crois que la leçon grande à tirer maintenant, c'est qu'il faut qu'on mette en place un dispositif d'alerte précoce qui permette, en cas de pluie importante, de dire que telle section ou telle autre section de route, parce que traversées par des vallées fossiles, doivent être immédiatement surveillées, fermées, etc. Ça, ce dispositif, il faut qu'en rapport avec la protection civile et les autres services compétents de l'État, qu'on puisse le mettre en place. Ce dispositif devrait accompagner les ouvrages d'assainissement prévus par les autorités pour éviter à l'avenir les accidents liés au recouvrement des routes par les eaux de pluie. Cap sur le Tchad, l'association Ouara International a offert un don au ministère de la Santé publique. Il s'agit de motos-ambulances destinées aux femmes du monde rural. Un geste de Ouara International au ministère de la Santé publique pour réduire les distances entre les structures primaires de santé vers les structures de référence. Ceci en vue d'améliorer la prise en charge rapide et efficiente de la mère et de l'enfant. La première dame Hinda Debi Itno reçoit des mains du chef de mission de cette association un échantillon de 3 des 26 motos-ambulances. Cette année, Ouara International souhaite renforcer ses activités au Tchad afin de doubler le nombre de lits disponibles dans le Centre national de santé de la production et la prise en charge des fissures obstétricales et étendre ses activités à l'ensemble des soins maternels. La campagne de sensibilisation en cours et le déploiement des 26 motos-ambulances participeront, je suis convaincu, à l'amélioration de l'accès des femmes aux soins de qualité. Le directeur général de l'hôpital de la mère et de l'enfant se réjouit que son institution ait été choisie par le ministère de la Santé publique pour la remise de ces motos-ambulances. C'est une reconnaissance du rôle combien important que l'hôpital de la mère et de l'enfant joue dans l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Tchad. Nous recevons beaucoup de malades qui viennent de partout. À titre d'exemple, en cette saison propice au paludisme chez les enfants, nous recevons en moyenne, écoutez-moi bien, 200 à 250 malades par jour aux urgences pédiatriques. Ces motos-ambulances destinées aux femmes rurales du Tchad sont équipées de brancards pour patientes, de sièges pour le personnel soignant et accompagnant. Très économique, la moto-ambulance ne consomme qu'1 litre d'essence pour 30 km parcourus. Et nous restons au Tchad. Le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies a reçu mardi dernier des experts internationaux en la matière. Menu des discussions, le planning de leur travail. C'est sur la demande des plus hautes autorités que l'équipe des experts en technologie d'information et de la communication de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Union internationale des télécommunications, de l'Internet Society et ceux de Internet Corporation for Asian Names and Numbers séjournent depuis 72 heures au Tchad. Cette équipe conduite par le chef opération officier d'Afrique Night Anne Rachel Iné qui souhaite recruter 7 experts pour procéder à une étude diagnostique du secteur des technologies, de l'information et de la communication au Tchad a été reçue ce matin par le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information. Nous sommes allés présenter à Monsieur le ministre un peu notre programme de travail pour la semaine, la vision aussi du Tchad sur ce que les autorités veulent que le Tchad devienne sur Internet demain,
pour que nous puissions cadrer aussi dans le sens de l'audit que nous devons faire. Le ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information, qui se réjouit de la volonté des partenaires internationaux d'accompagner les plus hautes autorités dans leur vision de faire du Tchad un pays de référence en matière de technologie, de l'information et de la communication en Afrique, estime que la présence de ces experts est d'une importance capitale. Nous attendons avec impatience les résultats de leur travail pour essayer, dans un premier temps, de réactualiser la stratégie nationale de développement des TIC qui date de 2007. Et puis, bien évidemment, d'autres mesures vont également à suivre sur la base de ces recommandations. L'équipe conduite par Anne-Rachel Iné, qui a déjà eu des séances de travail avec les responsables des grandes institutions du pays, aura à rencontrer tous les partenaires impliqués dans la mission d'audit. La liberté d'opinion et d'expression au centre d'un atelier de formation à Lomé. Nous sommes au Togo, un atelier donc organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Objectif, renforcer les capacités des professionnels et des médias. La démocratie est une valeur universelle qui suppose que les peuples choisissent leur propre système politique, économique, social et culturel en exprimant librement leur volonté. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme Togo, à travers cet atelier d'échange, vise à rappeler les principes fondamentaux de la liberté d'opinion et d'expression. Il vise également à faire ressortir la dimension réelle ainsi que les implications de la liberté d'opinion et d'expression. La liberté d'expression est essentielle en ce qu'elle aide le fonctionnement d'une démocratie et la participation publique aux prises de décision. Notre ambition en initiant cette activité est de faire ressortir la dimension réelle ainsi que les implications de la liberté d'opinion et d'expression telles que proclamées par les instruments internationaux des droits de l'homme. Durant 3 jours, les participants auront à débattre sur des questions telles que trilogie, liberté d'expression, politique et médias dans le contexte togolais, la protection et la sauvegarde de la liberté d'expression, réharmoniser et renforcer les liens entre les médias et les instances de régulation sont les attentes du président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que le président des patrons de presse au sortir de ces rencontres. Beaucoup de journalistes se plaignent par rapport effectivement aux relations très tendues souvent qu'ils ont avec la HAC, aux relations tendues qu'ils ont souvent également avec l'Observatoire togolais des médias. Nous voulons à travers ce séminaire, vous voyez les experts qui sont venus du Bénin, du Sénégal, du Nigeria. Nous voudrons à partir de leurs expériences que nous puissions tirer profit et à l'organisation effectivement future de ces assises que nous aurons très bientôt pour la presse privée togolaise. Cet atelier qui se tient du 17 au 19 septembre prochain est organisé dans le cadre de la Journée internationale de la démocratie célébrée le 15 septembre. Au Bénin, une école d'aquaculture pourrait très prochainement ouvrir ses portes au courant de cette rentrée scolaire 2013-2014. À cet effet, une séance de travail s'est déroulée entre le conseil communal et une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous sommes disposés à vous accompagner pour l'ouverture du centre universitaire d'Ado. La vision des autorités de faire du Bénin un pôle d'attraction en termes d'agriculture prend progressivement corps. Les membres de la délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sont venus en éclaireur se rendre compte de la possibilité pour la commune d'Adjoum d'abriter une école d'aquaculture. La mission première qui est assignée à ces nouvelles écoles, dont celle d'Adjoum, qui ouvrira ses portes d'ici à là, c'est de faire en sorte que la formation d'abord soit professionnelle. La deuxième chose, c'est des centres qui vont travailler en étroite collaboration avec les communes. Il faut qu'on ait l'accompagnement de toutes les couches socio-professionnelles d'Adjoum. Mais en retour, il faut que l'université soit au service des populations. La commune d'Adjoum, dans la vallée de l'Ouémé, n'est pas choisie au hasard. Et cette initiative entre dans le cadre de la création de l'Université nationale des sciences et technologies agricoles de Kétou. Cette université vient de la vision du chef de l'État, le docteur Boni Yayi. Et c'est un rêve pour lui qui date des années 2007. Et ce rêve a été concrétisé par le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement
pour s'intégrer dans la politique du ministre d'État, le professeur François Abiola, qui est celle de mettre en place des centres universitaires qui doivent converger vers de nouvelles universités. Voici le domaine de 100 hectares retenu pour abriter cette école. Mais le conseil communal d'Adjoum a mis à la disposition de l'État cet espace pour démarrer la formation des étudiants en aquaculture dès cette rentrée 2013-2014. Merci au chef de l'État qui pense toujours au développement de la vallée. Et du haut de cette tribune, je voudrais demander à toutes les filles et tous les fils de la vallée de nous rejoindre pour accompagner ce centre universitaire, pour que les jeunes étudiants qui seront envoyés ici seront dans de très bonnes conditions. Au nombre des écoles prévues pour meubler l'université de Kétou figurent des centres de formation en système d'élevage, en production végétale et semencière, en horticulture et aménagement de l'espace vert, en énergie renouvelable, en construction mécanique et autres. Et autre projet éducatif, c'est en Guinée-Conakry. Il s'agit de la mise en place d'une école nationale d'administration. Du Québec présente la synthèse de leurs travaux. Il porte sur les études préliminaires de la mise en place d'une école nationale d'administration en Guinée. Un projet du gouvernement qui se fixe pour défi la promotion d'une administration de développement au service des citoyens. Nous nous rendons compte qu'aucun État, aucune administration ne peut être à sa hauteur sans les ressources humaines compétentes, entretenues de la concurrence et motivées dans leur traitement. La création d'une école nationale d'administration en Guinée est un projet de Monsieur le Président de la République. À Conakry, les travaux ont duré 10 jours. Principaux points d'achoppement, la tutelle de l'ENA. La primature et le ministère de l'Enseignement supérieur se tiraillent le contrôle de l'institution. L'ENA a un caractère intersectoriel, interministériel. Il y a près de 6, 8, 9 ministères qui sont impliqués dans la mise en œuvre de l'ENA. Donc les nouveaux cadres seront formés par l'ENA. Donc la primature pourrait bien être indiquée pour abriter la structure de l'ENA. Les débats sur l'autorité de tutelle de l'ENA vont se poursuivre au sein du gouvernement. Aucun consensus ne s'est dégagé sur la question durant les travaux, alors que le gouvernement Fofana caresse le rêve de former des managers polyvalents et des administrateurs spécialisés. Direction le Burkina Faso, un séminaire sur les systèmes d'audit et de contrôle interne s'est déroulé à Bobo-Dioulasso du 9 au 14 septembre 2013. Près de 450 représentants de l'État ont vu leur capacité renforcée. L'une des recommandations de l'Assemblée générale des sociétés d'État au sortir des travaux de 2012 était la mise en place des comités d'audit dans les sociétés à capitaux publics, chose effective en 2013. Cette formation des administrateurs de ces sociétés, 14e du genre, devrait permettre le passage de la phase théorique à la phase pratique en ce qui concerne les systèmes d'audit et de contrôle interne des sociétés à capitaux publics. 3 thèmes ont été retenus, 3 modules plutôt. Le premier module parle du contrôle interne et des outils de mise en pratique. Le second module nous permet d'aller de l'audit interne ainsi que la mise en place des outils. Et enfin, le troisième module nous permettra de voir le rôle, le fonctionnement et l'élaboration des rapports de comité d'audit. Des exemples concrets de fonctionnement d'outils de mise en pratique seront expliqués à ces représentants de l'État dans les sociétés à capitaux publics pour leur permettre de mener à bien leur mission. À la suite de ces modules, des communications qui seront données par la société burkinabé d'intermédiation financière. Et un autre thème porte également sur la bourse régionale des valeurs mobilières. C'est pour voir les opportunités d'affaires par rapport à ces sociétés d'État. C'est des opportunités pour que le conseil d'administration s'en saisissent pour permettre à ces sociétés-là de grandir. Les administrateurs étant les décideurs au niveau de ces sociétés, il convient de leur inculquer un savoir-faire pour la gestion de ces sociétés-là. À noter que cette formation se déroule en 2 phases. La première du 9 au 14 septembre et la seconde du 16 au 21. Environ 450 administrateurs prennent part au présent séminaire de formation.
Et enfin, comment contribuer à l'augmentation de la diversité de la production des légumes traditionnels africains? 3 pays du continent, dont le Cameroun, le Gabon et le Ghana, travaillent sur la question. Augmenter la production, la commercialisation, la compétitivité et la consommation des légumes traditionnels africains, c'est tout l'enjeu du projet AVRDC lancé ce lundi à Ouagadougou. Le projet prend en compte 3 pays que sont le Burkina Faso, le Cameroun et le Ghana. Un projet qui vise également à améliorer l'état nutritionnel et à augmenter les revenus des paysans. Il s'agit ainsi de favoriser un développement durable des communautés rurales. C'est essentiellement de mettre en commun nos idées pour lancer un projet qui a pour finalité d'augmenter la compétitivité des légumes traditionnels, d'améliorer leur prise en compte dans la consommation quotidienne et surtout de permettre de générer des revenus plus importants pour les ménages et notamment les femmes. L'initiative du projet AVRDC est positivement appréciée par Insa Izei Konaté, ministre de la Recherche et de l'Innovation. Ce sont des spéculations qui sont importantes parce qu'elles sont finalement faciles à produire. Ça peut fournir également du travail à beaucoup de gens et améliorer les revenus, notamment des femmes. Et vous savez très bien qu'on appelle les femmes courage au Burkina, se lèvent tôt le matin, vont chercher des légumes, et souvent c'est des légumes feuilles. Vous voyez par exemple les amarantes qu'on appelle les boromburu anjula. Tout ça, c'est vraiment des compléments indispensables à l'alimentation humaine. C'est pour cela que j'ai tenu particulièrement à venir au lancement de cet atelier-là pour montrer toute l'importance qu'il faut attacher à ces légumes feuilles. Les participants venus du Cameroun, du Mali, du Ghana, de la Tanzanie et bien entendu du Burkina Faso vont entre autres inventorier les légumes traditionnels africains disponibles, développer des systèmes de production améliorés, promouvoir les technologies post-récolte dans le domaine de la transformation et de la conservation. Cette rencontre de Ouagadougou est prévue pour durer 3 jours. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'Info Afrique. Merci de nous avoir suivis. Passez un agréable moment en compagnie de nos programmes sur Afrique Média.